Alors pour illustrer, l'article que j'ai écrit sur, mon site internet, concernant les crises existentielles, j'ai décidé de faire cette vidéo, pour vous permettre, de comprendre justement, comment ces crises existentielles peuvent se mettre en place durant notre vie. Nous sommes tous confrontés à un moment donné à des périodes de remise en question et des périodes de mal-être qui sont assorties par des peurs et ces peurs peuvent être bloquantes parfois dans nos projets, dans notre vie de couple, dans notre vie familiale et cetera et cetera. Alors, nous sommes appelés, nous humains, à traverser 5 portes, 5 étapes importantes dans notre vie. Alors la première étape, c'est l'enfance. On est sur un plan physique et on est dans le subir. Pourquoi? Eh bien en fait, tout commence pour nous, tant au moment de la conception qu'au moment de la gestation. Lorsque nous sommes dans le ventre de notre maman, arrivés à un certain niveau de développement, nous captons ses émotions, l'environnement extérieur auquel elle est confrontée, et tout ça, ça vient se déposer en nous. C'est ce qu'on appelle des empreintes de naissance. Ensuite, arrive la phase d'accouchement. Stanislav Grof, un psychiatre américain d'origine tchèque, a démontré que si une complication survenait à un moment donné lors de notre accouchement, cela pouvait avoir des conséquences plus tard sur nos comportements dans notre vie. Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui aurait avalé du liquide amniotique peut très très bien plus tard être hydrophobe, c'est-à-dire avoir la peur de l'eau, avoir la peur de nager. Un enfant qui naît avec la circulaire du cordon autour du cou peut très, très bien, ne pas supporter de porter des cols roulés, un nœud de cravate et cetera. Tout ce qui vient toucher cette zone sensible qui rappelle ce souvenir-là. Un enfant qui est né par césarienne sera attentiste, par exemple. Il attendra que la facilité se présente sur son chemin, et cetera et cetera. Donc ce sont des exemples bateaux, hein, qui ne définissent absolument pas un individu, hein. Il y a certains individus qui vont pouvoir rencontrer aussi, ces choses-là et qui pourtant ne vont pas développer, ces syndromes. Voilà, on a tous un libre arbitre. Mais la façon dont nous sommes nés peut donner beaucoup d'explications, pardon, sur nos comportements, plus tard. Et puis ensuite arrive la phase où l'enfant est présenté à ses parents et selon si l'enfant naît dans une famille de médecins ou dans une famille d'ouvriers, il ne va pas grandir avec les mêmes codes. Il y a un processus, d'éducation, qui va avoir des conséquences sur son développement psycho-émotionnel, là encore, et c'est bien normal. Alors, il y aura bien sûr des croyances limitantes. Pour, être heureux dans la vie, il faut gagner beaucoup d'argent. Croyances limitantes. Ou alors, il faut forcément en baver pour réussir dans la vie. Encore une croyance limitante, et cetera et cetera. Donc tout ça, vous voyez, à peine sommes-nous arrivés au monde que déjà, eh bien, il y a comme quelque chose qui est en train de se dessiner et qui peut avoir des conséquences plus tard, sur nos comportements, sur notre façon d'être, et cetera et cetera. Et le but de la vie, c'est d'arriver à les dépasser. Et pour cela, la vie nous fait passer par des étapes. On vient de voir la première. La seconde, c'est celle de l'apprentissage. On est sur un plan purement émotionnel et aussi relationnel, et on est dans le subir pour avoir. Alors c'est quoi ces notions de subir, ces notions de subir pour avoir? Dans l'enfance, on est dans le subir parce qu'en fait, on est pleinement dépendant du monde qui nous entoure et des adultes qui nous accompagnent. On a besoin d'être nourri, d'être vêti, d'être logé, d'être protégé. Et là encore, si sur ces principes-là, des complications surviennent, ça peut plus tard avoir des conséquences sur nos comportements aussi. Et donc, lorsqu'on arrive dans la phase de l'apprentissage, eh bien, il y a ce subir pour avoir qui se met en place. Je m'explique. Il y a un rituel très puissant qui nous fait rentrer dans la porte de l'apprentissage. C'est la première fois qu'on fait l'amour, la première fois qu'on s'offre charnellement à quelqu'un. Ça laisse en nous des empreintes de naissance, là encore, ça laisse pas des empreintes de naissance, je raconte n'importe quoi. Je rectifie. Ça laisse en nous, en fait, quelque chose de puissant, c'est l'ouverture du cœur. Cette ouverture du cœur, elle a pour but justement de nous affranchir de la famille qui nous a élevés. C'est comme ça qu'on devient un homme, c'est comme ça qu'on devient une femme, et le but, c'est, vraiment de véhiculer cette énergie d'amour que nous avons tous en nous. Seulement voilà, les dés sont un peu pipés. On a tellement besoin d'être aimé qu'à ce stade, on est prêt à sacrifier une partie de nous-mêmes au profit de l'autre, et l'autre aurait tendance à faire pareil également. La première fois qu'on fait l'amour, c'est censé être vécu comme quelque chose de très agréable, où on ne fait qu'un avec l'autre, on ne fait qu'un avec l'univers, on se sent pousser des ailes dans le dos,
C'est quelque chose, de très agréable, de très doux. C'est censé être vécu comme ça, c'est pas le cas chez tout le monde. Je nuance toujours mes propos. Et donc on a envie que ça dure le plus longtemps possible. On est donc dans un sentiment de fusion avec l'autre. Et quand on fusionne avec l'autre, on n'est pas complètement libre non plus. Et pourtant, nous sommes des individus. Ça veut dire des personnes indivisibles. Et pourtant, c'est ce qu'on tente de faire quelque part avec l'autre. On donne une partie de soi à l'autre et l'autre fait pareil. Tout se mélange. Et c'est pas juste parce qu'au bout d'un moment, ben, on ne se retrouve pas libre. Et on se retrouve, comment dire, enfermé dans une relation. Alors, certains couples vont toute leur vie vivre de cette manière-là, et ça va très très bien se passer. C'est une façon de vivre. Mais très rapidement, généralement, une rupture sentimentale vient se présenter à l'horizon, et c'est comme cela ben, que l'on arrive à grandir. Donc forcément, la toute première rupture sentimentale est souvent douloureuse, mais on se construit aussi là-dessus, et c'est comme cela justement qu'on apprend à grandir. Et donc, une fois qu'on a passé cette porte de l'apprentissage, eh bien, nous arrivons dans une forme de pilotage automatique. On ne se pose pas de questions. On a tout à construire dans notre vie. C'est le temps des premiers amours, c'est le temps des premiers jobs, des premiers logements. Nous sommes vraiment accaparés par le monde matérialiste. Il faut que nous arrivions à faire notre place dans la société. Et c'est bien normal. Et donc, on ne se pose pas trop de questions existentielles à ce moment-là. Ça veut dire que pendant un certain nombre, d'années, eh bien, on va avoir un peu la tête dans le guidon et notre vie, eh bien, va être rythmée au rythme des repas de famille, des fêtes de famille, des vacances, des congés, du travail, métro, boulot, dodo et cetera et cetera. On va construire comme ça sa vie sans se poser de questions. Et puis, à un moment donné, arrive la troisième phase. Cette phase que j'ai appelée compagnonnage, qui correspond au plan mental et qui est dans l'avoir pour être. Lorsqu'on arrive dans cette phase, souvent on a tout pour être heureux. Ça veut dire que, eh bien, on a fondé une famille, tout le monde est en bonne santé, à commencer par soi, on est propriétaire de sa maison, on a une belle situation professionnelle ou une situation professionnelle qui correspond à une certaine forme de normalité. On a même le labrador. C'est pour vous dire, toute la panoplie est reconstituée pour afficher une certaine normalité dans la société. On rentre dans le moule. Seulement voilà, à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par devenir complètement tarte. Et c'est là où ça commence à ralentir. On a tout pour être heureux et pourtant on est malheureux comme les pierres. Et c'est là où on commence à se poser des questions existentielles. De la colère peut apparaître sur le chemin. Des conflits familiaux peuvent apparaître avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants ou la famille qui nous a élevés, etc., etc. Il se peut qu'il y ait des difficultés au niveau du travail, des difficultés professionnelles. Certaines personnes vont traverser une période de deuil, d'autres personnes vont connaître une séparation, d'autres vont perdre leur emploi. Tout ça, ce sont des signaux que la vie nous amène en fait, pour nous permettre, eh ben de grandir quelque part. Seulement voilà, comme on a été depuis enfant éduqué, sur un principe de réussite, d'atteinte d'objectifs, lorsque tout commence à ralentir, on a l'impression de ne servir à rien. Parce qu'en fait, on a grandi avec cette croyance limitante qu'on était reconnu à travers le faire et pas à travers l'être. Et c'est là où ça change tout. Et donc, au bout d'un moment, bien, quand la période de pilotage automatique s'arrête, on se retrouve face à soi-même, on commence à se poser des questions existentielles, et là, on est face à deux solutions. Soit on met la tête dans le trou, comme l'autruche, on fait comme si de rien n'était, et dans ce cas-là, chez certaines personnes, ça peut se traduire par une consommation excessive d'alcool, de cigarettes, de cannabis, ou alors des personnes qui vont se noyer dans le sport, d'autres qui vont se noyer dans le travail, d'autres qui vont délaisser leur famille, euh, voilà, ou d'autres qui vont rentrer dans des compulsions d'achat. C'est là où le plan mental s'affole. C'est-à-dire que on a tellement peur de perdre nos acquis qu'on va rentrer dans une frénésie compulsive d'achat. On va tenter de remplir un panier qui est percé quelque part. Et donc, c'est ce qu'on appelle une forme de dépendance affective qu'on essaye de combler coûte que coûte. Mais en vain. Et donc, ça fait tourner l'économie d'un pays, hein, c'est très bien, sauf que ça n'arrange pas nos problèmes personnels. Puis d'autres personnes
eh bien, vont décider de sortir la tête du trou ou réagir très rapidement pour se mettre en démarche d'aller mieux. Et c'est là où ces personnes vont entrer dans une période de développement personnel et de thérapie. Et au tout début, lorsqu'on est dans le compagnonnage et qu'on veut en sortir, on se retrouve un peu comme un oignon, comme je dis souvent. Alors, c'est pas très glamour, hein, surtout un oignon jaune. Mais j'aime bien cette image, pourquoi? Lorsque vous prenez un oignon dans la main, déjà la première couche s'effrite. Ça, c'est le super livre de Laurent Gounel que vous allez lire, ou Kilomètre zéro de Mandokawa, et cetera, des livres, de Paulo Coelho, de développement personnel, voire de spiritualité, qui nous font du bien. Donc ça, c'est la première couche de l'oignon qui s'en va et donc ça nous donne envie d'aller plus loin. Au bout d'un moment, on décide d'aller consulter un psy ou un hypnothérapeute, un numérologue ou un énergéticien, peu importe. Et là, on enlève encore une couche. Et cette couche est un peu plus épaisse. Et on se rend compte que ça nous fait pleurer. Forcément, quand on pèle un oignon, au bout d'un moment, bah, ça fait pleurer. Et ça fait du bien quelque part, sans rentrer dans le masochisme, mais on se libère de quelque chose. Et donc on y prend goût et on a envie encore d'aller plus loin. Et on rentre dans une véritable, démarche, de thérapie, associée à du développement personnel pour aller au cœur de soi. Et c'est salutaire quelque part. Et forcément, bah, ça se fait à notre rythme. Et c'est là où on commence à déconstruire tout un lot de croyances qu'on a eues durant l'enfance, qui étaient vraiment trop encombrantes. Mais le chemin est long. Et en fait, plus on avance et plus on se rend compte qu'il y a des choses à changer. Et c'est là, on arrive à la quatrième étape, qui est l'étape de la maîtrise, où on rentre dans un plan purement spirituel et on est dans l'être pour agir. Lorsqu'on arrive dans cette étape de la maîtrise, on a déjà un certain recul sur la vie. Et c'est comme si on entamait une autre partie de sa vie, entre guillemets. Alors, avec le cheminement qu'on a fait, ben souvent on a fait du tri dans nos relations, qu'elles soient familiales ou amicales. Notre réseau d'amis s'est considérablement restreint, a diminué, mais on va un peu plus à l'essentiel. Et on a compris que le bonheur n'était pas dans les possessions, mais c'était dans l'être. C'est ça, l'être pour agir. Et ça change considérablement avec l'avoir pour être, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et lorsqu'on est dans l'être pour agir, eh bien, on est beaucoup plus à l'écoute de soi. Et c'est là où je dirais que c'est plus tellement le monde de l'argent et des possessions qui compte, mais notre jardin intérieur. Et c'est là où certaines personnes, ben, auront connu sur le chemin une séparation, un divorce, d'autres qui auront complètement changé de métier. Je prends l'exemple de l'avocat parisien qui décide de tout envoyer balader du jour au lendemain pour aller lever des chèvres dans le Larzac. C'est une caricature qui est pas très loin de la réalité quand même quelque part, hein. Et donc, ben, la personne vit mieux, avec 10 fois moins, et est beaucoup plus heureuse. Elle est sur ce qu'on appelle son chemin de vie. Et à ce moment-là, eh bien, la saveur de la vie prend un autre sens. Et donc plus on valorise l'être et plus on est dans l'action. Et c'est comme ça qu'on devient pleinement acteur de sa vie. Pour finalement arriver au bout d'un certain nombre d'années à la dernière période, qui est la période de la sagesse, où on est dans notre mission de vie ou sur notre chemin de vie et on est dans l'agir pour servir. Alors pas besoin de s'appeler l'abbé Pierre, le Dalaï Lama, Mère Teresa pour arriver à ce niveau de sagesse. Non, c'est tout simplement qu'on a accompli en conscience ces étapes et qu'on n'a plus rien à prouver au monde. Et que tout simplement, bah, nos actions sont dirigées vers le fait de participer à un éveil de conscience, par exemple, pour les gens qui nous entourent. Ça peut être, par exemple, euh, la, la femme qui devient mamie et qui décide d'accompagner ses petits-enfants en leur racontant des contes, en leur ouvrant les yeux sur les choses fondamentales de la vie, etc., etc. Ça peut être également une personne qui s'est retrouvée dans le cadre précédemment d'une reconversion professionnelle et qui accompagne des autres dans le domaine de la thérapie, du développement personnel, etc., etc., et qui est là pour apporter des clés et accompagner les gens vers un mieux-être aussi. Alors, faut faire attention dans cette partie-là parce que parfois aussi, on peut faire ça dans un ego spirituel, hein, pour remplir son portefeuille ou pour valoriser le gourou qui sommeille en nous. Dans ce cas-là, on fait une fausse route. Non, le but, c'est vraiment d'être dans l'amour inconditionnel des gens pour arriver à donner le meilleur de nous-mêmes en faisant partager nos expériences de vie
pour aider les autres à avancer. C'est un peu ça, la mission de vie, la sagesse, et l'agir pour servir. On peut très, très bien retrouver des personnes qui restent dans la même entreprise, pendant une bonne partie de leur vie, mais c'est dans la façon de faire leur travail que les choses vont changer aussi. Voilà comment ça peut s'accomplir. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur la mission de vie, si ça vous intéresse. Vous avez l'URL en dessous, vous pourrez aller le voir. D'ailleurs, j'ai mis le lien dans l'article, des 5 portes traversées par l'humain. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette présentation, vous a parlé, vous a éclairé, vous a rassuré. Si vous avez la moindre question, bien entendu, vous pouvez me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite, le meilleur avenir sur votre chemin. Amenez de la conscience et régalez-vous. À bientôt, au revoir.